C'était un jeudi matin gris à Lyon, lorsque mon mari, Marc, a fait irruption, un billet de loterie froissé à la main, l'agitant comme un fou. « On a gagné 15 millions d'euros !» hurlait-il. J'ai cligné des yeux, déconcerté. La veille au soir encore, nous comptions nos centimes pour payer la facture d'électricité de notre petit appartement à la Croix-Rousse. J'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il s'est reculé. Son visage avait changé. Froid, distant. « Tu ne fais pas partie de ça, » dit-il, et avant que j'aie pu réagir, il ajouta « Je veux divorcer. » J'ai ri nerveusement, pensant que c'était une mauvaise plaisanterie. Mais c'est alors que ma belle-mère, Hélène, a déboulé dans l'appartement. Sans même me regarder, elle a montré la porte et a grondé « Jette-la dehors. Elle te tire vers le bas depuis des années. » Je suis restée figée, mon cœur battant la chamade. Mais j'étais à ses côtés. À travers tout, ai-je protesté. Marc me regardait comme si j'étais invisible. « Tu n'auras rien. Pas un centime. Je suis enfin libre. » En moins d'1 heure, j'ai été expulsée de l'appartement que nous avions aménagé ensemble. Mes vêtements ont été jetés dans des sacs poubelles, mon téléphone coupé. Sans explication. Sans place pour les questions. L'homme que j'avais aimé pendant 12 ans s'était transformé en étranger en quelques secondes. Tout ça à cause d'un billet, d'un chiffre, d'un mensonge. Je me suis retrouvée rue de la Martinière, avec des sacs en plastique remplis de mes affaires. Une petite pluie fine tombait, et je n'avais nulle part où aller. J'étais enseignante en école primaire, mais mon salaire n'avait jamais suffi pour louer quelque chose seul à Lyon. C'était toujours Marc, avec son travail dans l'informatique, qui payait la plupart de nos factures. Les jambes flageolantes, j'ai atteint le café des Pentes, et me suis assise à une table dans un coin. J'ai commandé un thé, que je pouvais à peine tenir dans mes mains tremblantes. Les larmes coulaient sur mes joues, alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Comment avait-il pu ? Nous étions ensemble depuis nos études à l'université Lyon 2. Nous nous étions rencontrés à la faculté de lettres, alors qu'il étudiait l'informatique et moi la philologie. Je me souviens de son sourire timide quand il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi dans la bibliothèque bondée. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble. Quand il avait perdu son emploi pendant la crise et n'avait pas pu en retrouver un autre pendant 3 mois. Quand son père était mort d'une crise cardiaque à Villeurbanne et qu'il avait sombré dans une profonde dépression. Même quand il avait commencé à trop boire après la mort de son père et que j'avais dû l'emmener en thérapie. Je l'avais soutenu à travers tout cela, souvent au détriment de mes propres rêves de doctorat. La serveuse, une femme d'un certain âge au regard bienveillant, m'a apporté un gâteau supplémentaire. « C'est pour la maison, ma petite. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de douceur. » J'ai souri à travers mes larmes et les remercié. C'était la première marque de gentillesse de la journée. J'ai appelé mon amie Agnès, mais elle n'a pas répondu. Puis Sophie, mais elle non plus. Soudain, j'ai réalisé que la plupart de nos amis communs étaient plus proches de Marc que de moi. J'avais été trop occupée par mon travail avec les enfants et à soutenir sa carrière pour construire mes propres relations. L'isolement m'a frappé plus durement que la trahison. Finalement, j'ai appelé Christine, une collègue de travail qui vivait dans le quartier de la Guillotière. Elle a écouté mon récit chaotique et m'a immédiatement proposé de rester chez elle quelques jours. J'ai un canapé, il n'est pas très confortable, mais c'est mieux que rien, a-t-elle dit. J'ai accepté son offre avec gratitude. Ce soir-là, allongée sur le canapé de Christine, je parcourais les réseaux sociaux. La version de Marc se répandait déjà. J'étais dépeinte comme une profiteuse, un fardeau, quelqu'un qui avait abusé de sa bonté. Nos amis communs partageaient ses publications sur son nouveau départ et sa liberté bien méritée. Personne n'a demandé ma version. Personne n'a pensé que quelque chose pouvait clocher. « Tu n'auras pas un centime ». Ces mots résonnèrent dans ma tête. Mais cela n'avait aucun sens. En France, en tant qu'épouse, j'avais droit à la moitié du patrimoine accumulé pendant le mariage. Pourquoi était-il si sûr que je n'aurais rien ? Et d'où sortait soudainement ce billet ? Marc n'avait jamais acheté de billets de loterie auparavant. Il disait toujours que c'était un impôt sur la bêtise. Quelque chose n'allait pas. Plus j'y pensais, plus quelque chose me perturbait. Je m'occupais de nos finances. Il n'y avait eu aucun achat de billets, aucun abonnement, juste une richesse soudaine et une réaction violente. Mon instinct me murmurait que quelque chose était très, très louche. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Dans ma tête,
J'échafaudais un plan. Demain, je commencerai à chercher un avocat. Demain, je commencerai à chercher des réponses. Demain, je commencerai à reprendre ma vie en main. Car s'il y avait une chose que j'avais apprise en 12 ans de mariage avec Marc, c'est qu'il ne faut jamais abandonner sans se battre. Je regardais par la fenêtre Lyon endormi, les lumières lointaines de Fourvière, et je pensais à toutes les femmes qui avaient un jour été trahies, abandonnées, trompées. À ma grand-mère Sophie, qui avait élevé seule 3 enfants après que mon grand-père était parti, travailler en Allemagne, et n'était jamais revenu. À ma tante Yvonne, dont le mari avait bu toutes les économies et l'avait laissée criblée de dettes. Je faisais partie d'une longue lignée de femmes fortes qui avaient survécu. Et moi aussi, je survivrais. La première nuit sur le canapé de Christine fut l'une des pires de ma vie. Malgré son hospitalité, je me sentais comme une intruse. Mes pensées revenaient sans cesse à Marc et à ses mots. « Tu n'auras pas un centime ». J'étais allongée, les yeux fixés sur le plafond, tandis que Lyon, derrière la fenêtre, s'éveillait lentement. J'entendais les cloches de la basilique de Fourvière, qui autrefois m'évoquaient la paix, et qui maintenant sonnaient comme un rappel funèbre de tout ce que j'avais perdu. Le matin, Christine nous a fait du café, fort, noir, comme celui que nous buvions dans la salle des maîtres. « Anne, tu dois appeler un avocat, » dit-elle fermement, me tendant son téléphone. « Ma cousine Manon est avocate, spécialisée dans les affaires familiales. Elle t'aidera. » Je n'avais pas l'énergie de protester. J'ai appelé. Manon m'a donné rendez-vous le jour même à son cabinet, rue de la République. C'était une petite femme au regard vif et à la langue encore plus acérée. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes dans un élégant carnet. « Ça sent mauvais, » dit-elle finalement. « En France, vous avez droit à la moitié des biens communs. Il ne peut pas simplement vous mettre à la porte. Nous avons besoin d'une ordonnance du tribunal pour que vous puissiez retourner à l'appartement. Mais d'abord, nous devons vérifier ce billet de loterie. Quelque chose cloche. » Je suis retournée chez Christine avec des sentiments mitigés. D'un côté, j'avais maintenant un plan d'action. De l'autre, j'étais terrifiée. Je devais affronter non seulement Marc, mais aussi sa mère, Hélène, qui ne m'avait jamais aimée. « Trop simplette pour mon fils », disait-elle quand elle pensait que je ne l'entendais pas. Fille d'un plombier de Villeurbanne, je n'avais jamais été assez bien pour son fils unique. Le lendemain, j'ai décidé d'aller travailler à mon école dans le quartier Saint-Antoine. J'avais besoin de normalité, de routine. Les enfants de ma classe, des élèves de CM2, arrivaient toujours à me remonter le moral. Mais dès que je suis entrée dans la salle des maîtres, j'ai vu les regards. Les chuchotements. Quelqu'un a rapidement fermé un ordinateur portable. Le directeur, Monsieur Dubois, m'a invitée dans son bureau. « Anne, j'ai reçu des informations. » Commença-t-il, visiblement embarrassé. « Votre mari a appelé. Il prétend que vous faites une dépression nerveuse, que vous avez été agressive, que vous avez besoin d'une aide psychiatrique. » Je me suis figée. « C'est un mensonge, » ai-je dit, mais ma voix tremblait. Il m'a mise à la porte après avoir prétendument gagné à la loterie. Je suis la victime, pas l'agresseur. Le directeur soupira. « Je comprends, mais les parents appellent déjà. Ils sont inquiets. Peut-être devriez-vous prendre un congé maladie ? Pour votre propre bien ? » Je suis sortie de l'école comme dans un rêve. Marc ne m'avait pas seulement enlevé ma maison. Il essayait maintenant de m'enlever mon travail, ma réputation, ma vie. Je me suis assise sur un banc dans le parc de la Tête d'Or et j'ai fondu en larmes. Une vieille dame qui nourrissait les pigeons m'a regardée avec compassion et s'est assise à côté de moi. « Qu'est-ce qui vous chagrine, ma petite ?» demanda-t-elle doucement. Elle avait des yeux bruns et chaleureux qui me rappelaient de ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté. Marc, la loterie, les mensonges. Elle a écouté patiemment, hochant la tête de temps en temps. Mon mari, feu Stéphane, a aussi essayé de me tromper un jour, dit-elle quand j'eus fini. Il voulait mettre notre maison au nom de sa sœur pour ne pas avoir à partager avec moi si quelque chose arrivait. Vous savez ce que j'ai fait ? Elle a souri malicieusement. J'ai trouvé des preuves. Il y a toujours des preuves. Il suffit de savoir où chercher. Ces mots me sont restés en tête lorsque je suis rentrée chez Christine. Des preuves. Je devais trouver des preuves. Mais comment ? Marc avait changé les serrures de notre appartement. Mon ordinateur portable était resté à l'intérieur. Mon téléphone était coupé. J'étais impuissante. Mais alors, je me suis souvenue de quelque chose d'important. Notre compte email commun.
que nous utilisions pour payer les factures. Marc avait probablement oublié de changer le mot de passe. C'était ma chance. J'ai emprunté l'ordinateur portable de Christine et me suis connectée. À ma grande surprise, le mot de passe fonctionnait toujours. Je fouillais dossier après dossier, email après email. Et c'est là que je l'ai trouvé. La confirmation d'un faux site de loterie validant le modèle de plaisanterie qu'il avait utilisé. C'était un générateur d'arnaques destiné à des farces sur les réseaux sociaux. Marc l'avait falsifié. Il n'y avait pas de gain, pas de millions, seulement une grande, cruelle mise en scène. Et j'ai compris pourquoi il avait fait ça. Il voulait se débarrasser de moi. Sans actif officiellement lié à mon nom, le mensonge lui donnait un moyen de rompre notre mariage et de tout garder. L'appartement, la voiture, l'entreprise que nous avions fondée ensemble, tout à son nom. Je n'avais pas simplement été mise à la porte. J'avais été piégée. Les mains tremblantes, j'ai fait des captures d'écran de toutes les preuves et les ai envoyées à Manon. Puis je l'ai appelée. « On le tient », dit-elle après avoir examiné les documents. « C'est une fraude. Nous pouvons l'attaquer pour ça. Mais il nous faut plus. Il nous faut des témoins qui confirmeront qu'il n'achetait jamais de billets. Il nous faut une confirmation de la Française des Jeux qu'il n'y a pas eu un tel gain. » Les jours suivants, j'ai rassemblé des preuves. J'ai appelé le bureau de tabac près de la place Bellecour, où Marc aurait prétendument acheté le billet. J'ai vérifié les blogs qui suivaient les gros gains de loterie. Nulle part je n'ai trouvé d'informations sur un gain de 15 millions d'euros dans notre région. Mes soupçons grandissaient. En même temps, je devais faire face aux conséquences de ces mensonges. La nouvelle s'était répandue dans tout Lyon. D'anciens amis m'évitèrent dans la rue. Les parents d'élèves déposaient des plaintes auprès de la direction. Ma sœur de Paris, à qui je ne parlais plus depuis des années après une dispute au sujet de l'héritage de nos parents, m'a appelée, inquiète, parce que quelqu'un lui avait envoyé un message disant que Anne a des problèmes psychologiques. J'avais l'impression de couler. Mais chaque matin, je me levais et je continuais à me battre. Pour moi, pour toutes les femmes qui avaient un jour été trompées par des hommes pensant qu'ils s'en tireraient à bon compte. Un soir, alors que je rentrais de chez Manon, j'ai remarqué quelqu'un qui attendait devant l'immeuble de Christine. C'était Thomas, un ami de Marc de l'université. J'étais surprise. Ils avaient toujours été inséparables. « Anne, il faut que je te parle », dit-il doucement, regardant nerveusement autour de lui. Marc m'a demandé de l'aide. Il voulait que je confirme son histoire de loterie. Que j'étais avec lui quand il a acheté le billet. Mais je ne peux pas le faire. Tout ça, c'est un mensonge. Il planifiait ça depuis des mois. Il disait qu'il voulait partir, mais qu'il ne voulait pas partager l'entreprise. Qu'il trouverait un moyen... J'écoutais avec un mélange de choc et de soulagement. Enfin, quelqu'un prenait mon parti. Enfin, j'avais un témoin. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je demandé. Thomas baissa les yeux. « Parce que ce qu'il fait, c'est mal. Parce que je me souviens comment tu pleurais sur son épaule quand sa mère t'insultait. Comment tu l'as soutenu quand il a perdu son travail. Comment tu es restée assise à ses côtés des nuits entières quand il buvait. Personne ne mérite ce qu'il te fait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je me suis endormie sans pleurer. Je sentais que le vent commençait à tourner, que la vérité commençait à éclater, que peut-être, juste peut-être, la justice était possible. Poussée par la colère et l'incrédulité, j'ai commencé à creuser plus profondément. Le témoignage de Thomas était crucial, mais j'avais besoin de plus. Avec Manon, nous avons élaboré un plan d'action. Nous devions aller au fond des choses. D'où Marc avait-il tiré l'argent qu'il dépensait maintenant à tort et à travers, si ce n'était pas d'un gain à la loterie? Un matin, Manon est arrivée en trombe au café où nous nous retrouvions, un sourire triomphal aux lèvres. « J'ai quelque chose », dit-elle en étalant des documents sur la table. C'étaient des relevés de compte bancaire qu'elle avait réussi à obtenir par voie judiciaire. Regardez ici. Il y a 3 mois, Marc a reçu un virement de 200 000 € du compte de l'entreprise. Ce ne sont pas des millions, mais c'est suffisant pour simuler une richesse soudaine. J'ai examiné les documents. Le virement provenait de l'entreprise que nous avions fondée ensemble quelques années plus tôt, une petite agence de marketing Digital Wave. Officiellement, j'étais copropriétaire, mais c'était Marc qui s'occupait des finances et des contacts avec les clients, tandis que je gérais l'administration depuis la maison, après mes heures de travail à l'école. Mais d'où l'entreprise avait-elle autant d'argent ? Ai-je demandé stupéfaite. Dernièrement, nous joignions à peine les 2 bouts.
Manon fit glisser son doigt sur un autre document. Ça, c'est intéressant. 2 semaines avant ce virement, l'entreprise a reçu un investissement de... Devinez qui? Hélène Lefebvre, la mère de Marc. Tout commençait à s'emboîter logiquement. Hélène avait toujours eu de l'argent, son mari, le père de Marc, tenait un garage automobile prospère à Villeurbanne, qu'il avait vendu avant sa mort. Elle avait toujours vécu modestement, économisant chaque sou. « Tu penses qu'elle est aussi impliquée ?» ai-je demandé. Manon haussa les épaules. Difficile à dire. Peut-être qu'elle ne sait pas à quoi cet argent a vraiment servi. Marc a pu lui dire que c'était pour développer l'entreprise. L'étape suivante fut de rencontrer le comptable de l'entreprise, Monsieur Moreau. Je le connaissais depuis des années. Il avait toujours été poli et professionnel. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café de la Croix-Rousse, à l'abri des regards indiscrets. « Madame Anne » commença-t-il nerveusement, faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Je ne devrais pas en parler, mais ce qui se passe n'est pas éthique. Monsieur Marc a commencé à détourner des fonds de l'entreprise juste après l'investissement de sa mère. Il a créé une nouvelle société, en Suisse, où la réglementation est moins stricte. Il y a transféré la plupart des clients et des actifs. L'entreprise en France n'est plus qu'une coquille vide. J'ai senti le sang quitter mon visage. Et mes parts? Sur le papier, vous les avez toujours, mais en pratique, il secoua la tête. Chaque jour, je découvrais de nouvelles couches de tromperie. Marc n'avait pas seulement falsifié le gain, mais il avait systématiquement détourné le patrimoine de notre entreprise commune, préparant le terrain pour le divorce. Tout était planifié, réfléchi, cruel. Mais la plus grande surprise m'attendait lorsque j'ai enfin réussi à rencontrer Hélène. Ce ne fut pas facile. Elle m'évitait comme la peste. Mais le sort m'a souri lorsque je l'ai rencontrée par hasard à la pharmacie de la rue Longue. « Nous devons parler », ai-je dit fermement, lui barrant le chemin. « Nous n'avons rien à nous dire », répondit-elle froidement, essayant de me contourner. « De l'argent que vous avez investi dans l'entreprise de Marc, de la façon dont il l'a détourné, de la façon dont il vous a trompé. Vous aussi, pas seulement moi. » Son visage pâlit. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Je lui ai proposé de parler dans le parc voisin. Elle a accepté à contre-cœur. Je lui ai montré les documents que j'avais sur moi, les preuves de la nouvelle entreprise en Suisse, des détournements de fonds. « C'est impossible », murmura-t-elle, mais je voyais dans ses yeux qu'elle commençait à y croire. Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour l'expansion, qu'il doublerait mon investissement en 1 an. Et puis, soudain, il a gagné à la loterie, n'est-ce pas ? ai-je demandé. Une explication commode pour justifier d'où il tenait l'argent. Hélène resta silencieuse un long moment. Finalement, elle me regarda, pour la première fois sans haine dans les yeux. « C'était les économies de toute ma vie, » dit-elle doucement. « Tout ce que j'avais mis de côté du garage de mon mari, c'était censé être pour mes vieux jours. » J'ai ressenti une vague de compassion inattendue. Hélène aussi était une victime. Différente de moi, mais une victime quand même. « Aidez-moi à l'arrêter, » ai-je dit. « Pour votre bien, pour la justice. » À ma grande surprise, elle accepta. Le lendemain, elle est allée avec moi chez Manon et a fait une déposition. Elle a parlé de l'investissement, des promesses de Marc, de tout. Ses paroles avaient du poids, en tant que mère, accusant son propre fils. Chaque jour, notre dossier se renforçait. Thomas a accepté de témoigner. Monsieur Moreau a fourni la documentation financière. Même le directeur de l'école, Monsieur Dubois, après avoir parlé avec Manon et pris connaissance des preuves, a changé d'avis et m'a proposé de reprendre mon travail. Mais il nous manquait encore une chose, la preuve définitive du faux billet. Et c'est alors que je me suis souvenu de notre vieil ordinateur portable, que j'avais laissé dans l'appartement. Marc l'utilisait rarement, préférant son ordinateur professionnel. Il y avait une chance que l'historique de navigation y soit encore, une trace du site générateur de faux billets. J'avais besoin d'entrer dans l'appartement. Avec l'aide de Manon, j'ai obtenu une ordonnance du tribunal m'autorisant à récupérer mes effets personnels. La police devait m'accompagner le lendemain. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, trop excitée et nerveuse par ce que le lendemain pourrait apporter. Le matin, j'ai rencontré 2 policiers devant mon immeuble à la Croix-Rousse. Marc a ouvert la porte. Son visage s'est tordu dans une grimace quand il m'a vu avec la police. « J'ai une ordonnance », ai-je dit calmement, montrant le document. Je suis venu chercher mes affaires. À contre-cœur, il nous a laissés entrer. L'appartement avait changé. De nouveaux meubles, des gadgets coûteux. La pièce qui nous servait de bureau était maintenant pleine de cartons d'électronique.
Tu as 10 minutes, gronda Marc, croisant les bras sur sa poitrine. J'ai fait semblant de ramasser des vêtements et des livres, mais en réalité, je cherchais l'ordinateur portable. Je l'ai trouvé caché dans une armoire, sous une pile de couvertures. Je l'ai pris avec le chargeur, ignorant le regard suspicieux de Marc. Ça aussi, c'est à moi, ai-je dit avec assurance quand il a tenté de protester. Le policier a hoché la tête, confirmant mon droit à mon matériel électronique personnel. De retour à l'appartement de Christine, les mains tremblantes, j'ai allumé l'ordinateur portable. À mon grand soulagement, il fonctionnait toujours. L'historique de navigation avait été partiellement effacé, mais Marc n'était pas aussi malin qu'il le pensait. Dans les fichiers temporaires du navigateur, j'ai trouvé des traces, des images du faux billet, les pages du générateur, tout. On le tient, ai-je dit à Manon au téléphone, incapable de retenir mes larmes de soulagement. Nous avons toutes les preuves. 2 jours plus tard, nous avons déposé une plainte, pour fraude, pour détournement de biens sociaux, pour diffamation. La liste des accusations était longue. Marc a reçu sa convocation au tribunal, alors qu'il était assis dans un restaurant chic de la place Bellecour, entouré de nouveaux amis, attirés par sa prétendue richesse. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gens ont commencé à poser des questions. Mon ancien patron, le directeur du bois, a proposé de témoigner en ma faveur. Thomas, l'ami de Marc, rongé par les remords, a avoué avoir aidé à créer le faux billet. Mon dossier devenait de plus en plus solide. Le vent commençait à tourner. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ensuite. Un soir, on frappa bruyamment à la porte de Christine. C'était elle, ma belle-mère, Hélène, le visage rouge et la panique dans les yeux. « Tu les as volés! Tu as volé mon argent !» criait-elle. Elle tenait un relevé bancaire à la main et l'agitait sauvagement. Je l'ai calmement laissé entrer. « Quel argent ?» ai-je demandé. Et alors tout est devenu clair. Il s'est avéré que Marc avait emprunté de l'argent à sa mère des années auparavant, des centaines de milliers d'euros, qu'il avait discrètement investis dans des crypto-monnaies risquées à son insu. Lorsque l'affaire du faux billet de loterie a éclaté, Hélène avait supposé qu'il l'avait remboursé avec un vrai gain. Mais quand il n'a rien viré, et qu'elle a vu que je préparais une action en justice, elle a paniqué. Elle pensait que j'avais pris son argent. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine de Christine. Hélène tremblait, fixant les relevés bancaires et les documents que j'avais étalés devant elle. Les emails, la page du faux billet, le billet falsifié. Son visage devint blême. Il m'a menti, il m'a utilisé. Sa voix se brisa. Elle parut soudain beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. Les rides sur son visage se creusèrent, ses épaules s'affaissèrent. Pour la première fois, je ne voyais pas en elle une ennemie, mais une femme âgée qui avait été trahie par son propre enfant. Je ne lui ai pas offert de réconfort. Je me souvenais encore comment elle avait crié pour que je sorte de l'appartement. Comment elle m'avait traitée comme une ordure pendant toutes les années de notre mariage. Et maintenant, elle aussi était rejetée. « Qu'a-t-il fait de mon argent ?» demanda-t-elle doucement, sans me regarder dans les yeux. J'ai soupiré. D'après ce que nous avons pu établir, il l'a investi en crypto-monnaie. Une partie a été perdue dans les chutes de cours. Le reste, il l'a transféré vers la société en Suisse qu'il a créée à mon insu. Il planifiait ça depuis longtemps, Hélène. Mais pourquoi ? Pourquoi aurait-il fait ça ? Il a toujours été un si bon garçon. Sa voix trembla. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Un bon garçon ? Est-ce qu'un bon garçon ment à sa femme ? Vole l'argent de sa mère ? Détruit la réputation de la personne qui l'a soutenu pendant des années ? Hélène resta silencieuse un long moment, fixant ses mains, des mains qui autrefois étaient de fortes et sûres quand elle dirigeait la maison d'une main de fer et qui maintenant paraissaient être fragiles et vieilles. « Je l'ai toujours gâté », dit-elle finalement. Après la mort de Stéphane, nous n'étions plus que tous les deux. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas eu. Peut-être que je l'ai pourri. Je ne voulais pas entendre ça. Je n'étais pas prête pour son moment d'introspection. J'avais trop souffert à cause d'elle. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» ai-je demandé froidement. Elle se redressa et je vis une lueur dans ses yeux. La même obstination que j'avais si souvent vue chez Marc. « Je vais t'aider », dit-elle fermement. « Témoigner contre mon propre fils. C'est la chose la plus difficile que j'aurai jamais à faire. Mais il doit comprendre que les actions ont des conséquences. » Le lendemain matin, nous sommes allés ensemble au cabinet de Manon.
Nous voir entrer toutes les deux ensemble devait être surprenant. La belle-fille et la belle-mère, qui s'étaient toujours détestées, maintenant unies contre un ennemi commun. Manon ne put cacher son étonnement, mais elle en vint rapidement au fait. « Votre témoignage sera crucial », dit-elle à Hélène. « En tant que mère accusant son fils, vous serez un témoin très crédible. Mais je dois vous avertir, ce ne sera pas facile. Marc a engagé l'un des meilleurs avocats de Lyon, Maître Fournier. Il essaiera de vous discréditer, de saper votre crédibilité. » Hélène hocha la tête. « Je suis prête. Il a pris les économies de toute ma vie. L'argent que j'avais amassé pendant 40 ans de travail au garage de mon mari, en comptant chaque centime. C'était pour mes vieux jours, pour les soins médicaux si je tombais malade. » Sa voix se brisa, mais elle se reprit rapidement. « Je ne le laisserai pas me prendre ça si facilement. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation du procès. Manon travaillait sans relâche, rassemblant d'autres preuves, interrogeant les témoins. J'étais retournée travailler à l'école. Le directeur du bois, après avoir pris connaissance des faits, avait immédiatement retiré sa suggestion de congé maladie et s'était excusé publiquement devant tout le corps enseignant. Les enfants de ma classe étaient heureux que je sois revenue. La petite Zoé, 10 ans, m'apporta un bouquet de fleurs des champs. « Madame Anne, vous nous avez manqué », dit-elle en me serrant dans ses bras. Ce fut le premier moment depuis des semaines où j'ai senti que tout irait peut-être bien. Quelques jours avant le procès, Manon organisa une réunion de tous les témoins. Il y avait Thomas, qui devait témoigner sur le faux billet, Monsieur Moreau, qui devait présenter les preuves financières, Hélène avec son histoire de prêt, et même ma collègue de travail, Brigitte, qui devait confirmer que Marc n'avait jamais joué à la loterie auparavant et s'était toujours moqué des gens qu'il faisait. « Nous avons un dossier solide », dit Manon en nous regardant tous. « Mais nous devons être préparés à tout. Marc pourrait être désespéré. Les gens dans cette situation font parfois des choses stupides. Comme il s'est avéré, elle avait raison. Le soir même, alors que je rentrais de l'école, j'ai vu Marc qui m'attendait devant l'immeuble de Christine. Il avait l'air différent, fatigué, désespéré, avec une barbe de plusieurs jours. « Anne, il faut qu'on parle », dit-il en s'approchant de moi. Je reculai instinctivement. « Nous n'avons rien à nous dire. Nous réglerons tout ça au tribunal. S'il te plaît. » Sa voix était presque suppliante. « Donne-moi une chance de tout expliquer. Ce n'est pas comme tu le penses. » J'ai ri amèrement. « Vraiment ? Et comment est-ce alors ? Tu n'as pas falsifié le billet ? Tu n'as pas menti à ta propre mère ? Tu n'as pas essayé de détruire ma réputation ? » Il baissa les yeux. « Tout ça a échappé à mon contrôle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Simplement, j'avais besoin d'argent. L'entreprise était à peine rentable. Ma mère ne voulait plus me donner. Et puis j'ai pensé que si je prouvais que j'étais riche, les gens commenceraient à me faire confiance, à investir. Et c'est pour ça que tu devais te débarrasser de moi ? Demandai-je, sentant la colère monter en moi à nouveau. C'est pour ça que tu disais à tout le monde que j'étais déséquilibrée mentalement ? C'est pour ça que tu m'as ordonné de quitter ma propre maison ? J'avais peur que tu découvres la vérité, murmura-t-il. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Tu as toujours su quand je mentais. Je secouai la tête avec incrédulité. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ? Retire ta plainte, dit-il suppliant. Donne-moi une chance de réparer ça. Je rendrai l'argent à ma mère. Je m'excuserai publiquement auprès de toi. Tout ce que tu voudras. Je le regardai un long moment. L'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. L'homme avec qui j'avais prévu de passer le reste de ma vie. L'homme qui m'avait trahi de la pire des manières. Il est trop tard, Marc, dis-je finalement. Trop de gens ont été blessés. Trop de mensonges. L'affaire doit aller au tribunal. Son visage se durcit. Je vis l'arrogance familière revenir en lui. « Tu vas le regretter », siffla-t-il. « J'ai plus d'argent que toi, un meilleur avocat, plus de relations. » Je souris calmement. « Mais j'ai la vérité de mon côté. Et ta mère. Et tous les gens que tu as aussi trompés. On se verra au tribunal, Marc. » Je me suis retournée et suis entrée dans l'immeuble, sans regarder en arrière. Je sentais son regard furieux dans mon dos. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne ressentais pas de peur. Je me sentais forte, prête à tout ce qui allait arriver. Le jour du procès arriva plus vite que je ne m'y attendais. Le palais de justice de Lyon, un bâtiment majestueux sur le quai Romain-Rolland, intimidait par sa solennité. Je sentais mes genoux flageoler en montant les larges marches,
Manon à mes côtés et Hélène quelques pas derrière nous. « Souviens-toi, » dit Manon en me serrant la main. « Dis seulement la vérité, calmement, sans émotion. » La juge Lambert est connue pour apprécier les faits, pas les drames. La salle d'audience était plus petite que ce que j'imaginais d'après les films. Des bancs en bois, des bureaux, les symboles de la République au mur. Et de l'autre côté, Marc, dans un costume cher, les cheveux plaqués et un sourire confiant. À côté de lui était assis Maître Fournier, connu à Lyon pour gagner des causes désespérées. Quand je me suis assise, Marc m'a regardée. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose d'étrange dans ses yeux. Peut-être de la peur, peut-être du regret, mais il a rapidement détourné le regard, se penchant vers son avocat. L'audience a commencé par la plaidoirie liminaire de Manon. Elle a exposé toute la situation, le faux billet, la fraude financière, la diffamation. Elle parlait calmement, mais chacun de ses mots avait du poids. Je voyais la juge Lambert prendre des notes attentivement. Puis ce fut le tour de Maître Fournier. Je m'attendais à une défense agressive, mais au lieu de cela, il adopta une autre stratégie. « Madame la juge », commença-t-il d'un ton mielleux. « Mon client admet avoir commis une erreur avec le billet de loterie. C'était une mauvaise plaisanterie qui a mal tourné. Mais les autres accusations sont un malentendu. Monsieur Lefebvre n'a jamais eu l'intention de tromper sa mère ou sa femme. C'étaient des transactions commerciales légales qui ont été mal interprétées par une personne sans formation économique. » Il me regarda avec une fausse compassion. Madame Lefebvre est enseignante. Une noble profession, mais bien éloignée du monde complexe de la finance. Ces accusations découlent d'une incompréhension du fonctionnement des investissements modernes. Je sentis le rouge me monter aux joues. Il essayait de me discréditer, de me présenter comme une femme naïve qui ne comprenait pas les affaires de son mari. Manon m'avait prévenu que cela pourrait être leur stratégie. Le premier témoin fut Thomas. Il raconta comment Marc lui avait demandé de l'aide pour créer le faux billet. Comment ils avaient choisi ensemble des numéros qui paraîtraient crédibles. Comment Marc avait planifié toute l'histoire. Maître Fournier tenta de saper son témoignage, suggérant que Thomas avait quelque chose contre Marc, qu'il était jaloux de son succès. Mais Thomas resta impassible. « J'ai été son ami pendant 15 ans, » dit-il calmement. « Je n'ai aucune raison de mentir. Je le fais parce que ce qu'il a fait à Anne est impardonnable. » Le suivant fut Monsieur Moreau, le comptable. Il présenta les documents financiers, expliqua comment Marc avait détourné l'argent de l'entreprise, comment il avait créé la société en Suisse. Son témoignage était sec, technique, mais accablant. Je voyais la juge Lambert froncer les sourcils, prenant des notes de plus en plus intensément. Puis ce fut mon tour. Je tremblais en m'approchant de la barre des témoins. Marc me regardait intensément, mais j'essayais de l'ignorer, concentrant mon regard sur la juge. J'ai tout raconté. Notre mariage, mon travail dans l'entreprise, le matin où Marc avait fait irruption avec le faux billet, comment j'avais été mise à la porte, comment j'avais commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, comment j'avais trouvé les preuves de la fraude. « Votre mari avait-il déjà joué à la loterie auparavant ?» demanda Manon. « Jamais, » répondis-je avec assurance. Il disait toujours que c'était un impôt sur la bêtise. Il se moquait des collègues qui achetèrent des billets. Maître Fournier me posa des questions difficiles. Il suggéra que j'étais jalouse du succès de Marc, que je ne comprenais pas ses décisions commerciales, que j'avais des délires au sujet de sa prétendue trahison. Mais j'étais préparée. À chaque fois, je répondais calmement, faits à l'appui. Le dernier témoin fut Hélène. Je vis Marc se redresser sur sa chaise lorsque sa mère s'avança vers la barre des témoins. Son visage était blême, les yeux grands ouverts. Je crois que jusqu'au dernier moment, il n'avait pas cru que sa mère témoignerait vraiment contre lui. Hélène paraissait plus âgée que d'habitude, mais elle se tenait droite. Sa voix était calme lorsqu'elle raconta l'argent qu'elle avait prêté à son fils. Comment il l'avait assuré qu'il l'investirait dans le développement de l'entreprise. Comment il avait promis de doubler les économies de sa vie. « Pourquoi avez-vous décidé de témoigner contre votre propre fils ?» demanda Manon. Hélène regarda Marc droit dans les yeux. « Parce que je l'ai mal élevé, » dit-elle doucement. « Je lui ai appris qu'il pouvait avoir tout ce qu'il désirait, que les règles ne s'appliquaient pas à mon fils exceptionnel. Maintenant, je vois les conséquences. Et je dois réparer ça. Pour lui, pour Anne, pour moi. » Je vis Marc baisser la tête. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il avait l'air vaincu. Après les témoignages de tous les témoins, la juge Lambert ordonna une suspension de séance. Nous sommes sortis dans le couloir.
Moi, Manon, Hélène et les autres témoins. Personne ne parlait beaucoup. La tension était palpable. « Ça se passe bien », me murmura Manon. La juge voit clairement à travers les mensonges de Marc. Quand nous sommes retournés dans la salle, Maître Fournier demanda à consulter son client. Après quelques minutes de chuchotement, Marc se leva. « Madame la juge », dit-il d'une voix tremblante, « je voudrais changer ma position. Je plaide coupable de toutes les accusations. » La salle se figea. La juge Lambert haussa les sourcils, visiblement surprise. « Veuillez expliquer, monsieur Lefebvre. » Marc prit une profonde inspiration. « Tout ce que les témoins ont dit est vrai. J'ai falsifié le billet de loterie. J'ai menti à ma femme et à ma mère. J'ai détourné de l'argent de l'entreprise. Je planifiais ça depuis des mois. Je voulais être quelqu'un d'important, riche, admiré. Et au lieu de ça, j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. » Il me regarda, puis Hélène. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolé. » La juge Lambert hocha la tête. À la lumière des aveux de l'accusé, la cour va se retirer pour délibérer. Veuillez patienter. Elle sortit, et le silence tomba sur la salle. Je ne regardais pas Marc. Au lieu de cela, je regardais Hélène. Son visage était mouillé de larmes, mais je voyais du soulagement dans ses yeux, comme si un grand poids lui avait été enlevé. Après 30 minutes, la juge revint. À la lumière des preuves et des aveux de l'accusé, la cour statue comme suit. Ces mots résonnèrent dans la salle, mais à mes oreilles, ils semblaient venir de loin. Marc devait restituer tout l'argent, à moi, à Hélène, à l'entreprise. Il devait payer des dommages et intérêts pour diffamation. Il risquait même une peine de prison, mais en raison de ses aveux, elle fut assortie d'un sursis. Quand la juge eut fini, je me levai. Je me sentais étrangement légère, comme si j'allais m'envoler. C'était la fin. J'avais gagné. La vérité avait triomphé. Dans le couloir, Hélène s'approcha de moi. Elle avait l'air hésitante, comme si elle ne savait pas quoi dire. « Merci », murmurai-je avant qu'elle ait pu parler, « pour votre courage, pour la vérité. » Elle hocha la tête. « Je suis désolée, » dit-elle, « pour tout, pour la façon dont je vous ai traité pendant toutes ces années, pour ne pas avoir vu qui vous étiez vraiment. Je ne savais pas quoi répondre. Trop de choses s'étaient passées entre nous pour que ce soit facile. Mais c'était un début, le premier pas vers quelque chose qui pourrait un jour être, sinon de l'amitié, du moins un respect mutuel. » En sortant du palais de justice, je vis Marc debout sur les marches. Il avait l'air de vouloir s'approcher de moi, mais Manon se plaça entre nous, prête à me défendre. « C'est fini, Marc, » dis-je calmement. « J'ai gagné non pas parce que j'avais un meilleur avocat ou plus d'argent, j'ai gagné parce que j'avais la vérité. » Il hocha la tête et s'éloigna, les épaules basses et la tête penchée. Je le regardais monter dans un taxi et disparaître. L'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. L'homme qui m'avait brisé le cœur. L'homme qui maintenant n'était plus personne pour moi. Je pris une profonde inspiration et regardai le ciel. Il était sans nuages, d'un bleu intense. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis que je pouvais vraiment respirer, qu'un avenir s'ouvrait devant moi et que j'étais prête à l'accueillir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès. Lyon était passé de la verdure printanière à la chaleur estivale. J'étais assise près de la fenêtre d'un petit café de la Croix-Rousse, sirotant un café glacé et observant les touristes arpenter les ruelles pavées. Les conséquences juridiques pour Marc furent importantes. Il dut restituer tout l'argent, à moi, à sa mère, à l'entreprise. Le tribunal m'accorda la moitié de la valeur de notre patrimoine commun, y compris l'appartement et l'entreprise. Hélène récupéra son prêt, bien que pas intégralement. Marc avait effectivement perdu une partie de l'argent dans des investissements en crypto-monnaie. Le plus important, cependant, était que j'avais retrouvé ma réputation. Le directeur du bois organisa une réunion avec les parents de mes élèves, au cours de laquelle il s'excusa publiquement de s'être laissé abuser par les mensonges de Marc. Mes élèves m'accueillirent avec des bouquets de fleurs et des cartes faites à la main. « Vous nous avez manqué », répétaient-ils en me serrant dans leurs bras. Ces petits gestes signifiaient plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent. Avec Hélène, nous avions noué une relation prudente mais sincère. Nous n'étions pas amis, trop d'eau avait coulé sous les ponts du Rhône, comme on dit, mais nous nous respections mutuellement. Parfois, elle venait prendre le thé chez moi, apportant ses fameuses tartes au citron ou ses clafoutis. Nous parlions de Marc, de ce qui avait mal tourné,
de la façon dont nous n'avions pas pu voir les signaux. C'était difficile, mais nécessaire. Une partie du processus de guérison. Marc avait quitté Lyon. J'avais entendu dire qu'il avait déménagé à Prague, où il avait cette entreprise. Il ne me contactait ni moi ni Hélène. Parfois, je le voyais sur des photos sur Facebook, quand un ami commun le taguait. Il avait l'air plus vieux, plus sérieux. Je me demandais s'il avait vraiment compris ce qu'il avait fait ou s'il regrettait simplement d'avoir été pris. Quant à moi, j'étais à la croisée des chemins. J'avais l'argent de la vente de ma part de l'entreprise et de l'appartement. Je pouvais recommencer à zéro. Mais que voulais-je faire exactement? La réponse vint de manière inattendue. Un après-midi où je me promenais sur la place Bellecour et vis une vitrine vide avec une annonce « à louer ». Je m'arrêtai, la fixant comme hypnotisée. C'était un local d'angle, avec de grandes fenêtres et une vue sur la place. Idéal pour une librairie, dis-je à voix haute, surprenant une dame âgée qui passait par là. Elle me sourit avec indulgence et continua son chemin, tandis que je restais là, sentant une idée germer dans ma tête. Une librairie. Nous en avions toujours rêvé avec Marc, d'un petit endroit confortable rempli de livres, avec un coin pour enfants où je pourrais organiser des lectures pour mes élèves, avec du café et des gâteaux pour les adultes qui voudraient lire tranquillement. C'était notre rêve commun, mais maintenant, il pouvait devenir le mien. Le lendemain, j'appelais le numéro sur l'annonce. Une semaine plus tard, je signais le bail. Un mois après, Entre les mots, ma propre librairie, ouvrait ses portes. Les débuts furent difficiles. Je n'avais aucune expérience dans la gestion d'une entreprise et la concurrence des grandes chaînes de librairies et d'Internet était énorme. Mais j'avais quelque chose que les multinationales n'avaient pas. La passion et une approche personnelle. Je connaissais mes clients par leur nom. Je me souvenais de ce qu'ils aimaient lire. Je recommandais des livres avec cœur, sans me laisser guider uniquement par les algorithmes de vente. Les enfants adoraient les samedis matins de lecture que j'organisais. Les parents appréciaient de pouvoir laisser leurs enfants dans le coin lecture pendant qu'ils parcouraient les nouveautés. Les étudiants de l'université voisine venaient pour les soirées poésie et les débats littéraires. Lentement, mais sûrement, Entre les mots, devenait une partie de la communauté lyonnaise. Un lieu où les gens venaient non seulement pour les livres, mais pour une conversation, pour l'inspiration, pour un moment de répit dans un monde affairé. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées jonchèrent le parc de la Tête d'Or et que l'air embaumait les marrons chauds, une jeune femme entra dans la librairie. Elle avait les yeux tristes et des gestes nerveux. Elle me rappelait moi-même quelques mois plus tôt. « Excusez-moi », commença-t-elle timidement. « Une amie m'a recommandé cet endroit. Elle m'a dit que la propriétaire, que vous aviez traversé des moments difficiles et que vous en étiez sortie plus forte. » Je souris, reposant le livre que je rangeais sur une étagère. « Oui », répondis-je. « On peut dire ça. » La femme hésita. « Mon mari m'a quittée. Pour une plus jeune, il a tout pris. La voiture, l'appartement, les économies. Je ne sais pas quoi faire. Comment recommencer ? » Je l'invitai à une table dans un coin de la librairie. Je préparais 2 thés au gingembre, les meilleurs pour les froids d'automne et les cœurs brisés. « Ce ne sera pas facile, » dis-je sincèrement. « Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous penserez que c'est vous qui avez fait quelque chose de mal, que c'est de votre faute. » Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Mais ce n'est pas vrai, » continuai-je en lui tendant un mouchoir. « Ces choix ne définissent pas votre valeur, et contrairement à ce que vous ressentez maintenant, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera exclusivement à vous. » Nous avons parlé pendant plusieurs heures. Je lui ai recommandé une bonne avocate, Manon, qui était maintenant non seulement mon avocate, mais aussi une amie. Je lui ai donné quelques livres qui m'avaient aidé dans les moments les plus difficiles. Et surtout, j'ai écouté. Quand elle est partie, elle avait l'air différente. Ses épaules étaient droites. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Merci », dit-elle en me serrant la main. « Pour l'espoir. »« Pas pour l'espoir », la corrigeai-je avec un sourire. « Pour vous avoir rappelé qu'il a toujours été en vous. Il fallait juste le dépoussiérer. » Cette conversation devint la première de nombreuses autres. Je ne l'avais pas prévue, mais ma librairie était devenue plus qu'un simple lieu de vente de livres. Elle était devenue un refuge pour les personnes qui traversaient des moments difficiles. Un lieu où elles pouvaient trouver non seulement de la bonne littérature, mais aussi de la compréhension, une communauté, de la force.
J'ai commencé à organiser des groupes de soutien pour les femmes après des ruptures difficiles. Des soirées avec un psychologue qui aidait à gérer les traumatismes. Des ateliers pour renforcer la confiance en soi et l'indépendance financière. Ce n'étaient pas des entreprises commerciales. Je le faisais parce que je savais à quel point j'avais moi-même eu besoin d'un tel soutien lorsque ma vie s'était effondrée. 1 an après l'ouverture, Entre les mots fut nominé pour le prix Lieu avec une âme, décerné par les lecteurs du Progrès de Lyon. Je ne m'attendais pas à gagner, je concourais avec des restaurants et des galeries d'art reconnus. Mais lorsque, lors de la cérémonie de gala, on lut le nom de ma librairie, je sentis les larmes de joie me monter aux yeux. Cette librairie n'est pas seulement un endroit où l'on achète des livres, avait écrit l'un des votants. C'est un endroit où l'on peut reconstruire sa vie, page après page. Debout sur scène, remerciant pour le prix, j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. Au matin où Marc avait fait irruption avec le faux billet, à la nuit passée sur le canapé de Christine, au jour passé au tribunal, à toutes les larmes et les incertitudes. Puis j'ai regardé mes mains tenant la statuette, des mains fortes et sûres d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie non pas brûlée, mais purifiée, endurcie, prête pour de nouveaux chapitres. Ce soir-là, en fermant la librairie, je m'arrêtai un instant devant l'étagère de poésie. J'ai pris un recueil et me suis arrêtée sur ces vers. Rien n'arrive jamais 2 fois et n'arrivera. C'est pourquoi nous naissons sans expérience et nous mourrons sans routine. Je me suis souri. Le poète avait raison. Rien ne se répète à l'identique. Chaque expérience, même la plus douloureuse, est unique en son genre, et chacune nous apprend quelque chose de nouveau, si seulement nous nous permettons d'en tirer la leçon. Parfois, quand on me demande si je crois aux secondes chances, je souris. Pas toujours, réponds-je, mais je crois en la vérité, et en la reconstruction, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même, car c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis reconstruite. Ma dignité, ma vie, morceau par morceau, mot par mot, page par page. Et maintenant, quand je regarde mon reflet dans la vitrine de la librairie, une femme forte, indépendante, avec une lueur dans les yeux, je sais que je suis exactement là où je devrais être. Non pas comme la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme l'auteur de la mienne.